Madame, bonsoir. Monsieur, merci d'être avec nous. Bienvenue au journal. Iya Mohamed s'apprête à passer sa deuxième nuit en prison ce jeudi. Le président de la Fédération camerounaise de football, malgré les ennuis avec la justice, a été réélu à cette fonction à l'issue d'un conclave à rebondissement. Retour sur l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT dans le dossier de ce journal. Des commentaires d'experts dans la seconde partie de cette édition consacrée au débat. Le bicaméralisme en marche au Cameroun. Les deux chambres du Parlement camerounais ouvrent leur session ordinaire du mois de juin à Yaoundé. Marcel Yad Difendi, le président du tout premier Sénat camerounais, prescrit l'accélération du processus de décentralisation au Cameroun. Madame, Monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Bonsoir Madame, Monsieur et merci une fois de plus de nous retrouver sur le 20h. Élection à la Fédération camerounaise de football, Iya Mohamed succède à lui-même alors qu'il s'apprête à passer sa deuxième nuit à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé et c'est son premier vice-président qui va assurer l'intérim. Retour sur l'Assemblée générale élective d'hier à Yaoundé avec Yannick Mbazwa. Quelques heures seulement après sa mise sous mandat de dépôt, Iya Mohamed a encore bénéficié de la confiance de 97 délégués sur les 98 votants. L'aboutissement à ce scénario n'a pas été chose aisée. Le film des événements ayant abouti à cette réélection commence à partir de 8h30. Venus des 10 régions du pays, les 105 délégués électeurs sont d'abord interdits d'accès au siège de la FECAFOOT par le fort dispositif de sécurité déployé sur les lieux. Puis est survenue l'arrivée du président du comité national olympique du Cameroun, Kalkaba Malboum, au siège de la fédération à Tchinga. Après près de 15 minutes de concertation avec le délégué représentant de la FIFA, Primo Carvero, du troisième vice-président de la FECAFOOT, Francis Meng, de Marlène Mvoutou, candidate malheureuse à cette élection, ainsi que d'autres membres, la délégation prendra la direction de la prémature où a eu lieu une réunion tripartite, ministère des Sports et de l'Éducation physique, membres divisés de la FECAFOOT et Premier ministre. À cette liste s'ajoute le représentant de la FIFA. Après près de 4 heures de concertation, une fine délégation prendra la direction de la présidence de la République. Ce n'est qu'à 17h23 que les différents délégués seront autorisés à accéder au sein de l'enceinte de la FECAFOOT. À 18h19, la délégation conduite par le ministre des Sports et de l'Éducation physique arrive à la FECAFOOT pour une concertation avec les 98 délégués présents. À la présidence, on a donc Iya Mohamed. Comme premier vice-président, on a Idriss Doumbombo Djia, deuxième vice-président Mbela Moki et troisième vice-président Mbatamak. Actuellement, c'est le premier vice-président, Seydou Idriss Mbombo-Djoya, qui assurera l'intérim. Le nouveau bureau qui vient d'être élu aura donc la lourde charge
Lors de la cérémonie d'ouverture de la toute première session ordinaire du tout premier Sénat camerounais, Yannick Mbazwa. Le président du Sénat, Nyan Difendi, vient ainsi de démarrer la toute première locomotive ordinaire de la Chambre haute. Dans son discours d'ouverture des travaux de la toute première session ordinaire de la Chambre haute, Nyan Difendi a recommandé à ses collègues de mettre un accent particulier sur le processus de décentralisation. Vous pourrez exhorter les élus locaux à mettre un accent particulier sur la coopération décentralisée tant entre les communes de notre pays avec celles des pays amis. Devra s'atteler à une meilleure prise en compte nationale des préoccupations locales dans leur complexité et leur pluralité. En dehors de l'accélération du processus de décentralisation, le président du Sénat s'est également apaisanti sur la promotion de l'aspect genre. La proposition de notre Chambre constitue une avancée notable dans la politique de promotion du genre, comme en témoigne la présence plus accrue de la gente féminine dans les sphères de prise de décision, à l'exemple de notre bureau d'exécutif. Un message favorablement accueilli par la sénatrice Aoua Madeleine, secrétaire au bureau du Sénat. Ça fait de la joie de savoir qu'on a élevé la femme et qu'on peut lui faire confiance pour des tâches aussi si lourdes que nous sommes, les sénateurs. Vous aviez entendu les grands axes prononcés par le président du Sénat et c'est à ça que nous allons nous atteler avec beaucoup de dévouement. Un discours de Nyan Difendi qui plante le décor de la qualité future des travaux dans la Chambre haute. Une session ordinaire qui s'ouvre quelques heures seulement après la nomination du secrétaire général et du secrétaire général adjoint du tout premier Sénat camerounais. Michel Meva-Meboto et Bernard Wongolo, respectivement à ces postes, ont été installés dans leurs fonctions hier par le président de la Chambre haute du Parlement camerounais. Ils promettent de s'investir à fond pour jeter les bases d'un Sénat efficace. Marcelin Gangsop. Comme un poisson dans l'eau, ainsi devrait se sentir le tout premier secrétaire général du Sénat, Made in Cameroun. Michel Meva-Meboto revient dans une maison qu'il connaît bien pour y avoir servi il y a 10 ans comme secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'administrateur civil principal, qui a également occupé d'importantes fonctions au gouvernement, entend mouiller le maillot pour insuffler le dynamisme nécessaire au rayonnement de la Chambre haute du Parlement. C'est de tout mettre en œuvre pour que notre administration soit suffisamment efficace pour assister valablement les vénérables sénateurs dans leur mission. Certains voient à travers sa promotion une sorte de reconnaissance après le rôle joué dans l'affaire Marafa Amidou Yaya. Le secrétaire général adjoint du Sénat est également un homme expérimenté. Bernard Wongolo, administrateur civil principal, a fait ses armes essentiellement dans le commandement territorial. Le dernier poste occupé étant celui de gouverneur de la région du Sud. Je voudrais les assurer de ma totale disponibilité, n'est-ce pas, à œuvrer comme je l'ai toujours fait par le passé, n'est-ce pas, pour que le Sénat soit véritablement ce qu'il doit être. Aux deux hommes, le président du Sénat, Marcel Nyan Difendi, a recommandé efficacité et diligence dans le travail. Vous êtes tous les deux des hommes d'expérience. Votre choix ne relève point du hasard. Et comme dit un adage bien connu, vous êtes des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La prise de service de Michel Meva-Meboto et Bernard Wongolo intervient à la veille de l'ouverture de la première session ordinaire du Sénat. La mise en place des autres organes de cette institution suivra.
Les tout premiers sénateurs camerounais ont donc du pain sur la planche pour l'accélération du processus de décentralisation au Cameroun bénéfique aux populations des collectivités territoriales décentralisées, notamment celles de la région du Sud-Ouest qui continuent de souffrir le martyre en termes d'accès aux infrastructures routières. Cette partie du pays qui s'apprête à accueillir les 50 ans marquant la réunification avec un accent sur la capitale Buea, les populations de l'arrière-pays, quant à elles, continuent de souffrir le martyre parce qu'elles ne peuvent pas accéder aussi aisément aux infrastructures routières. Robert Mokobe et Serge Alain Otto. Les amateurs de la langue de Molière ont coutume de dire « parcours du combattant », pas toujours à juste titre. Mais en voici donc un. Nous sommes dans la région du Sud-Ouest, ce que beaucoup appellent le Cameroun profond. Deux acteurs pour nous conduire. Le premier. Getfet, alias Aonganya. Et vous? Nkale Bates, alias The Hardway. Comme s'il fallait à tout prix se donner un sobriquet pour affronter cette route perdue dans la forêt vierge du Sud-Ouest. Et ces bienfaiteurs, puisqu'il faut les appeler ainsi, ont la lourde charge de relier les populations de Mpondo, Ekwe, Bissoro et Bafaka à la civilisation. Des villages situés pas si loin que ça, mais l'état défectueux de la route, surtout après le passage des dents pluie, pousse la dizaine de conducteurs de mototaxi à user d'astuces. Nous mettons les marchandises à l'avant de nos motos. Cela permet de gravir les collines sans problème. Le chapelet de doléances ne s'arrête pas là. C'est la population de Bangélé qui a construit un pont pour le passage des mototaxis. Pour cette année, les conducteurs de mototaxis ne peuvent seuls assurer l'évacuation de la production cacaoyère. Le voyage se poursuit avec 7 usagers de la route. Un arbre qui impose la pratique du sport à tout passager. Et plus loin, c'est autre encore plus spectaculaire. La Makale Bates pointe un doigt accusateur sur les populations. Cette arbre est là depuis plus d'une semaine. Les populations préfèrent consommer l'alcool plutôt que de s'organiser pour dégager cet arbre. Quand nous fixons les tarifs, elles se plaignent. Les difficultés se poursuivent. Ici, notre passagère descend une fois de plus. On dirait Barack Obama descendant de Air Force One. Et derrière, c'est l'option amphibie. Ce n'est qu'après ces nombreuses difficultés qu'on regagne le village. Devant ses enfants, c'est aussi ça le Cameroun. Et voici un autre calvaire avec le retour des pluies dans la ville de Douala. Les habitants du quartier Ndobo dans la commune d'arrondissement de Douala 4e dorment à la belle étoile à la moindre pluie. Les maisons d'habitation et même l'ensemble du quartier sont inondés. Emmanuel Tibui et Flore Tanko-Bensi. Nous reviendrons sur cet élément de Flore Tanko-Bensi et Emmanuel Tibui sur le martyre des populations de Ndobo depuis le retour des pluies dans la ville de Douala. Voici un projet qui prend du plomb dans l'aile. Déjà 6 mois de retard dans la livraison du tout premier centre national des urgences du Cameroun. L'ouvrage en construction à Yaoundé est dans la phase de finition et doit être ouvert d'ici la fin de cette année. C'est du moins l'assurance que donne le ministre camerounais de la Santé publique et l'ambassadeur de Corée qui ont visité le chantier hier. Marcelin Gangsop. C'est un accouchement difficile, mais qui ne va pas étouffer l'enfant dans l'œuf. Cet enfant, c'est le Centre national des urgences qui ouvrira bientôt ses portes dans la capitale. Logé dans l'enceinte de l'hôpital central de Yaoundé, le joyau accuse un retard dans sa livraison, mais devrait accueillir ses premiers patients avant la fin de l'année en cours. Nous sommes dans la phase de finition. Nous avons constaté que l'ensemble des équipements
sont en place. Si tout se passe bien, au dernier trimestre de cette année, la formation du personnel sera effective, en même temps que sa mobilisation. Je suis avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Corée, pour qu'ensemble nous continuions donc à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que les derniers réglages se fassent normalement et que ce projet qui est tant attendu par les Camerounais puisse voir le jour. Nous sommes donc satisfaits. Au jour d'aujourd'hui, le taux de construction du bâtiment principal est d'environ 85%, suffisant pour que certains équipements y soient déjà stockés en attendant la fin imminente des travaux. Pour en arriver là, il a fallu plusieurs rappels à l'ordre ainsi que des modifications par rapport au schéma de départ. Par exemple, l'installation, fourniture-installation de l'ascenseur qui n'était pas prévue dans le contrat original. La liaison avec l'hôpital central, ça a aussi été modifié un peu. Le VRD en général, par exemple le parking. Jusqu'ici, la prise en charge des cas d'urgence a été un véritable casse-tête chinois pour les autorités médicales. La mise en service de ce Centre national des urgences va révolutionner cette prise en charge pour le plus grand bien des patients. Et cette fois-ci, la bonne l'élément de Flore Tanko Bensi sur le calvaire des populations du quartier Ndobo dans la commune d'arrondissement de Douala 4e qui souffre le martyre des inondations depuis le retour des pluies dans la capitale économique du pays. Reportage. Les pieds dans l'eau, le calvaire des habitants du quartier Ndobo à Douala a pris quelques galons depuis le retour des pluies. Les maisons menacent d'être englouties dans l'eau. À la moindre averse, l'eau stagne durant des jours. À chaque fois, le scénario est le même. Les populations ont deux alternatives, soit se battre pour évacuer de l'eau de leur domicile ou tout simplement déménager. Partout ici, là, c'est l'eau, c'est plein, ça entre à la maison. Tout est là, tout reste que chez toi comme ça, là, tout verse seulement l'eau. D'ailleurs, par la fenêtre. Tu comprends? Par la fenêtre, tout verse l'eau. Il y a certaines maisons que l'eau entre jusqu'à ça sort par la fenêtre. Donc nous autres, quand on va aller au travail, quand ça n'arrive pas chez nous, on enlève les chaussures, on se met en short ou en caleçon pour sortir hors de nos maisons. Et on s'habille étant au goudron avant d'aller au travail. Ici, les uns et les autres multiplient des techniques pour tenter de limiter les dégâts de dame pluie. Malgré les différentes preuves d'imagination, l'eau de pluie dicte sa loi en Ndoboraï, donnant des insomnies aux habitants. Il y avait un monsieur là derrière, il n'avait pas encore construit. Au moment où il a construit, il a fait un blocus d'eau. C'est même pour... L'eau venait, après ça partait. Mais maintenant l'eau est sur place. L'eau ne bouge plus. Dans ce quartier de la capitale économique, les populations semblent savoir l'origine de leur malheur. Elles accusent des particuliers d'avoir érigé des constructions sur les voies de passage d'eau. Par ailleurs, ces populations parlent des promesses non tenues des autorités de la ville. Chez nous ici, on n'a pas de bonnes rigoles pour évacuer d'eau. On arrive sur certains endroits où on la privilège aux gens qui ont un peu de moyens que les pauvres qui sont un peu plus dedans. Parce que la rigole qui se trouve derrière moi a été virée et ça prend une autre direction. On de prendre la destination droit qu'on avait, la mairie avait prévue, où ça s'est passé comment ils ont commencé à virer ça, envoyer ça. Et ça n'atteint même plus 50 cm de rigole qui devait évacuer l'eau de 2 mètres qui était prévu. Des croix de Saint-André sont portées depuis plusieurs années sur quelques maisons à déguerpi pour un meilleur drainage des eaux. Mais jusqu'ici, aucune suite. Les populations de Ndobo doivent faire face à la furie des eaux pendant les pluies. Je suis pas le poisson. Et la 13e journée mondiale des réfugiés se célèbre ce jour au Cameroun. Cette catégorie de personnes se plaint des lenteurs dans l'acquisition du statut de réfugié. Retour sur ce processus d'acquisition avec Joël Essengue et Jean-Pascal Azegue. Jean-Vivien Abiyarimana est un réfugié rwandais arrivé au Cameroun en 2000, fuyant, dit-il, le génocide dans son pays. Il n'a pu obtenir le statut de réfugié que 4 ans plus tard. Le précieux sésame, qui est cette carte, s'obtient après de multiples étapes. Quand on arrivait en 2000, il fallait se présenter au bureau de HCR, essayer de dire la raison qui t'a fait fuir le pays, la raison qui te fait rester dans son pays,
Et si tu es passé de retour au pays, on te demande pourquoi tu as traversé tel pays avant de venir ici. Ils sont ressortissants d'à peu près une vingtaine de pays d'Afrique à demander l'asile au Cameroun. Le Haut Commissariat des réfugiés, qui a la charge de protéger cette couche vulnérable, dit pourtant respecter la procédure usuelle dans l'obtention de la carte de réfugié. Il faut qu'il parte de son pays, qu'il soit contraint de partir de son pays en raison des critères qui sont 5 contenus dans la Convention de Genève. Il s'agit de la race, de la nationalité, de son appartenance à un groupe social, de sa religion ou de ses opinions politiques. Pour Jean Vivien, la thèse d'un retour dans son pays d'origine, le Rwanda, n'est pas possible. Il y a toujours cette peur de subir des exactions une fois rentré chez lui. Pour le moment, sincèrement, je ne compte pas encore retourner parce que j'ai encore des contraintes. On a souvent des petites menaces venant du pays parce qu'on préfère vivre en cachette souvent. Une seule famille déchirée par la guerre, c'est trop. Voilà le thème qui a accompagné cette année les activités liées à la 13e édition de la Journée mondiale du réfugié. Une autre commémoration en culture, plus que quelques heures, et c'est la célébration de la Journée mondiale de la musique. Je vous propose un souvenir. C'est une icône qui a fait les beaux jours des mélomanes dans les années 80 et qui malheureusement est aux oubliettes de nos jours. Cette icône, c'est Axel Mouna. Etienne Pascal Azégué. Axel Mouna a certes pris quelques rites, mais pas sa voix, et même cette chanson qui a bercé de nombreux mélomanes dans les années 80. Juventus a même, pour une certaine époque, été pris pour l'hymne national du Makossa. Mais depuis cette époque de gloire, c'est le passage avide pour Axel Mouna qui a disparu sur la scène musicale. Est-ce pour un manque d'inspiration? C'est pas par manque d'inspiration. Il y a les contrats qui ne me plaisaient pas. 2, ce qu'on me proposait, ça dit, je travaillais, ça ne me disait rien. Je me disais que non, ça m'engouffrait. Le père de Juventus, qui est maintenant contraint à se déplacer à l'aide des béquilles, suite à un accident de la circulation, se souvient comme hier de ce qui l'a inspiré pour son titre à succès Juventus. Les gens à qui j'ai dédié la chanson sont morts. Mais on les a limogés dans Caïman. Et ils ont créé alors le club Juventus. Lui, Ndumba Mondo, l'entraîneur, Mundi, président. Les gens ont détesté, n'ont pas compris. Parce que Juventus était parmi déjà les meilleures équipes du Cameroun. C'est avec un air de nostalgie que le natif de Dedo, à Douala, nous dit comment, à leur époque, on parvenait à concocter une telle mélodie. Quand on composait, ou on entrait au studio en ce moment, on jouait en live, ce qu'on appelle le live. Tout le monde, on se comprenait, on s'entendait. À l'heure actuelle, toi seul tu peux faire ta chanson à la maison, avec la programmation, avec les machines qui font les basses et tout. À 62 ans et après plus de 20 ans d'hibernation, Axel Mouna annonce le retour imminent dans les bacs de son 5e album, intitulé La résurrection du vieux lion. Juventus, oh bye bye. Bye bye Natena Bindeya. Voilà quelques faits divers pour refermer la première partie de ce journal. D'abord, ce faux gendarme appréhendé dans la ville de Bolova. Nous sommes dans la région du sud du Cameroun. Moto à Camfran se passait pour un officier de brigade de gendarmerie de Bolova. L'infortuné, rassurez-vous, n'était pas à son premier forfait. Roger Takala et Sandrine Babo. Ce jeune homme de 27 ans s'appelle Moto à Camfranc. Jusqu'à son arrestation, il se faisait passer pour un faux officier de la brigade territoriale de Bolova. Je n'ai pas une multiple d'identité. Mon père, quand mon père s'est séparé avec notre maman, bon, il a pris une deuxième femme. Et cette deuxième femme, elle avait nos actes de naissance. C'est ça, bon, comme il y avait des problèmes, j'étais à Mongoron au niveau de Mongoron. Avec le plan de mon père, j'ai à déchirer les documents. Donc, comme je n'avais plus de d'acte de naissance et que je voulais jouer le ballon, c'est à ce temps-là que j'ai fait la carrière.
En date du 2 juin 2013, Moto Akam Frank se rend à Adoum, village situé à la périphérie de la ville de Bolova. Il réussit à estorquer la somme de 10 000 francs CFA à ce conducteur de moto-taxi qui l'emprunte. Comme il disait qu'il travaille à la brigade, je suis parti me renseigner là-bas. On me dit qu'il n'y a pas un nom de Serge motoriste là. Il y a quoi? Je suis expliqué à il m'a amené à Olis. On est parti là-bas chez lui. Mal lui en a pris, il est dénoncé au commissariat du 4e arrondissement de Bolova, où des poursuites sont dès lors engagées contre lui. Je suis donc saisi par une plainte et une action donc est mise en cours. C'est ainsi que hier, le 11, autour de midi, je suis au bureau. Les mototaximans que j'avais pu alerter ont mis la main sur lui au niveau des Bolova 2. C'est comme ça que cet individu se retrouve dans les services. Une interpellation rendue possible grâce à la collaboration de la population. Moto Akam Frank est un repris de justice. De nombreuses plaintes sont déposées contre lui pour usurpation de titres, escroquerie, faux et usage de faux, enlèvement de mineurs. Attention, l'habit ne fait toujours pas le moine. La société Kifero, une fois de plus touchée par le feu. L'incendie s'est déclaré la nuit dernière à l'agence Kifero de Bonabéry-Sodiko dans la commune d'arrondissement de Douala 4e. À l'origine du feu, un court-circuit occasionné par le retour brusque de l'énergie électrique après délestage. Aucune perte en vie humaine, beaucoup de dégâts matériels cependant. C'est la troisième fois que les quincailleries Kifero en quelques mois seulement sont frappées par les flammes. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Élection à la Fédération camerounaise de football. Nous en reparlons ce soir avec deux acteurs. Cyril Kéméyé, bonsoir. Vous êtes journaliste. Bonsoir Fénélon Mahobsen, je salue Jacques Essomen-Doumbert. Justement, Jacques Essomen-Doumbert qui est président de club, merci d'avoir accepté ce plateau. Bonsoir M. Mahob. Alors comment est-ce que vous avez apprécié l'issue du conclave d'hier à Yaoundé qui s'est soldé par la réélection de Iya Mohamed à la tête de l'instance fêtière du football camerounais? Est-ce une surprise? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Oui, moi je pense sincèrement que ce n'est pas une surprise parce que ceux qui ont suivi tout au long du processus électoral qui a commencé au niveau des ligues décentralisées et qui a fait son bon chemin jusqu'au niveau de l'instance fédérale, nous avons compris tout simplement que la FIFA a interdit, c'est-à-dire que n'a pas voulu qu'il y ait émission du gouvernement dans cette histoire d'élection. Pourquoi? Parce que à la date de l'élection qui devait se tenir le 25 mai, il n'y a pas eu élection parce qu'il y avait un conclave au niveau du Premier ministère. Le président y a ainsi été rendu et au sortir de ce conclave, il était bien dit qu'il fallait qu'il vienne informer, n'est-ce pas, les délégués de l'Assemblée générale pour que l'opinion internationale soit informée de ce que l'élection ne peut pas se tenir pour des menaces graves des troubles à l'ordre public. Alors, Cyril Kéméyé. Première chose, il n'y a pas eu élection. Il y a eu une prestidigitation sportive. Certains individus qu'on connaît, nommément, ont encore fait un pied de nez à l'État qui est devenu le dindon de leur farce, parce que le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, a pris sur lui de sacrifier toute sa journée d'hier à la résolution des problèmes du football camerounais. Il y a eu l'aboutissement à un consensus. Le mot consensus, il faudrait peut-être que certaines personnes fassent un retour au dictionnaire pour savoir ce que c'est que le consensus. Cela veut dire qu'on coupe la poire en deux, on tombe d'accord lorsqu'il y a des démêlés, lorsqu'il y a des différends. Malheureusement, les mêmes personnes qui disent avoir élu Iya Mohamed, qui est où on sait, disent avoir élu quelqu'un qui ne jouit pas de ses droits civiques à 97 sur 98. Une liste de présence en l'absence des commissaires de l'État, notamment les représentants du ministre qui venaient... ne joue d'aucun droit civique. Je suppose que vous voulez parler de... Je parle de Iya Mohamed. De ses ennuis avec la justice. Il ne s'agit pas de ses ennuis, il s'agit, n'est-ce pas, pour lui de répondre des actes qui lui sont reprochés. Il faudrait bien que nous comprenions qu'on ne doit pas transformer la Fédération camerounaise de football en séance de vaudou. Parce que quand le Premier ministre chef du gouvernement prend celui de sacrifier toute une journée pour inviter ses compatriotes à la paix, en présence du représentant de la FIFA, en présence du colonel Hamad Kakaba Malboub, dont on connaît le poids sur le plan sportif mondial, qui a été hué
par les membres de cette assemblée, moi j'ai l'impression que certaines personnes sont les véritables ennemis de ce pays. Et c'est suffisamment grave ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas eu élection. Est-ce que faut-il craindre aujourd'hui que ce qui s'est passé à Yaoundé ne puisse pas être validé par les non, il ne faut pas craindre. Football mondial? Ils ont fait un crachat en l'air, ils se sont tirés une balle dans la tête. Cela s'appelle un effet boomerang. Le gouvernement va sortir de ses gonds et plus que jamais. Bon, je vous l'annonce peut-être si vous ne le savez pas. On a commencé des interpellations aujourd'hui. Vous savez que Marlène Mvutu, qui était une candidate à cette élection, a été suffisamment roulée dans la farine, escroquée, de l'argent lui a été estoqué. Et en ce moment, il y a des gens, par pudeur, je vais taire leur nom, ils sont au CED, ils vont y passer leur première nuit. C'est quand même quelque chose de grave. Il ne faudrait pas dire leur nom. Non, je ne donne pas leur nom, vraiment par respect pour ces gens qui ne méritent pas de respect. Le discours de Cyril Kémeï est-il excessif? Moi, je pense tout simplement qu'il y a un problème d'objectivité. Pourquoi? Parce que, au regard de tout ce qui s'est passé, nous savons très bien comment ça se passe à l'Africafoot. Nous savons qu'il y a un problème de scrutin de liste et non de scrutin uninominal. C'est pour cela que des candidats tels que Marlène Mvutu ou alors John Dewinde n'ont pas pu faire la liste des 27. Maintenant, la FIFA est claire dans son processus. Vous avez compris pourquoi le gouvernement était très sage, parce qu'en fait, le gouvernement a été sommé par 3 fois par la FIFA et cette fois devait être fatale. C'est l'occasion même de remercier le gouvernement qui a pris une décision sage de laisser la souveraineté s'exprimer. Et au sortir de cette souveraineté, nous connaissons le score. En tout cas, moi je voudrais dire, Fénélon m'a observé. On remercie un gouvernement qu'on respecte. On ne traîne pas un gouvernement dans la boue et on se retrouve sur un plateau de télévision pour dire qu'on le respecte. La faute aux imposteurs qui sont connus et reconnus comme tels. On chasse le naturel, il revient au galop. Les élections depuis les départements ont été tirées par les cheveux. C'était tout sauf des élections. La FIFA a parlé, le Comité national olympique et sportif a parlé, le TAS qui est la plus grande juridiction sportive au monde, et même le représentant de la FIFA hier leur a dit en les sommant, quel que soit le simulacre d'élection que vous allez organiser, tant que le TAS n'est pas d'accord avec vous, vous allez tout droit au mur. Et je crois que ces gens n'ont vraiment rien compris. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a joué la carte de la neutralité dans cette cause? Mais il faut comprendre que le gouvernement a essayé de faire la médiation en termes de consensus. Mais bon, vous savez, l'autorité ou alors la raison revient toujours à la souveraineté. Pourquoi? Parce que moi je dis toujours, il faut qu'on fasse attention. Une élection ne se prépare pas en 1 mois ou en 2 mois. Une élection se prépare dès que l'élection est terminée, c'est-à-dire qu'au moins 4 ans. Alors tous ceux qui ont pensé qu'ils devaient arriver, n'est-ce pas, à la tête de la fédération par un comité provisoire d'éjection ou alors par une lutte constante, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les dispositifs qui concernent effectivement les statuts du code électoral, vous allez exactement comprendre que on ne peut pas venir à une élection ne sachant même pas qui est dans la liste de qui. C'est ça le problème. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a vu beaucoup d'amateurisme de ceux qui étaient candidats, qui ne se sont pas préparés suffisamment. C'est l'occasion de les permettre, s'ils veulent encore revenir pour 4 ans après, d'aller se former, d'aller s'apprêter, d'aller bien penser leurs projets et de revenir étant sûr de pouvoir gagner. Parce qu'une élection à l'Africafoot, ça ne se ramasse pas dans la rue. Le gouvernement, je vous en prie, est-ce que tout n'était pas fait de manière à faire transparaître, comme vous l'avez dit, l'amateurisme dans le camp adverse, du moins dans les 2 camps qui s'opposaient à Yaya Mohamed? Oui, c'est l'occasion même pour rebondir, hein, parce que quand on a parlé tout à l'heure des sommes qui ont été dépensées, vous savez, quand on vient à une élection, ce n'est pas l'objet de faire une corruption. Vous comprenez? Parce que là, aujourd'hui, on parle de 40 millions, alors que cette Marlène-là... C'est 46 millions exactement. 46 millions. Cette Marlène, pour qui j'ai beaucoup de respect, a été interpellée le jour même, c'est-à-dire que le 19, pour une affaire de 3 millions. Vous comprenez donc que ça va dans tous les sens. Donc, on ne sait pas qui dit la vérité. Encore que maintenant, il faudra prouver qu'il y a de l'argent qui a été estorqué. Encore que... par rapport à notre droit camerounais, et le corrupteur et le corrompu doivent être sanctionnés. À la décharge de Marlène Mvutu, aucun des accusés ou co-accusés n'a jamais remis en cause les plaintes de Marlène Mvutu. Le représentant de l'Est lui a remboursé 500 000 aujourd'hui. Ceux du littoral se battent bec et ongle pour trouver près de 30 millions. En ce moment, il y a des gens qui sont portés disparus et parmi eux, ceux qui ont été élus hier. Je crois que Dieu est en train de les perdre et vraiment quand l'histoire n'arrive pas à résoudre certains problèmes, je crois que Dieu entre en scène parce que ce que le premier ministre chef du gouvernement et moi, je puis dire que le peuple camerounais doit dire merci à
à ce Premier ministre. Hier, il leur a dit, l'image du Cameroun a suffisamment été ternie. On a en face des gens qui persistent et signent. Il y a un article 4 que personne ne veut réviser. On leur dit, sauvons l'image du Cameroun. Ils sortent de chez le Premier ministre ayant apparemment fumé le calumet de la paix. Se retrouvent en présence du ministre Adoum Garoua, du colonel Ahmad Kalkaba Malboum, du représentant de la FIFA. Tous tombent d'accord sur le fait que le camp qui se réclame d'être encore à la présidence de la FECAFOOT doit donner 2 tiers. Et le camp qui est en train de contester à juste titre doit donner 1 tiers. Mais quand ce camp sort Bel Joseph Antoine, Eugène Ekeke et tous les autres, c'est quand ils sont dans leur lit d'hôtel qu'on les appelle pour leur dire « On vient d'élire Iya Mohamed, bon Dieu. Comment peut-on élire quelqu'un? Bon, d'accord. Après, je crois qu'il va gérer la Fédération camerounaise de football à partir de là où il est. Mais je dis, respectons l'image du Cameroun. On s'est suffisamment donné en spectacle. Il est temps que nous redevenions de vrais lions indomptables et non des champions de la comédie sportive. Trop, c'est trop. Jacques Sommet, pourquoi ce spectre de Iya Mohamed? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas faire sans Iya Mohamed à la tête de la Fédération camerounaise de football? Je voulais d'abord rebondir pour dire que si certains membres, je ne voudrais pas citer les noms ici, étaient encore dans leur chambre d'hôtel, c'est parce qu'ils ne sont pas électeurs. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du collège électoral. Donc, ceux qui avaient accès dans la salle, c'est ceux qui étaient des électeurs. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, Iya Mohamed est un Camerounais... Ils se sont retirés pour dormir sur leur laurier parce qu'ils avaient eu le sentiment que le consensus était... Et je vous dirais comment Marlène Mboutoua a été piégé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le collège électoral est connu. Les élections se sont arrêtées le 25. La FIFA a demandé qu'on reprenne les élections le 6. Le gouvernement et la fédération et tous les responsables au niveau du MINSEP ont pris le rendez-vous pour le 19. Donc le collège électoral est un collège électoral connu. Vous pensez qu'il était impératif de faire absolument cette élection? Oui, quelle était l'urgence? Oui, l'urgence est là. Vous savez, la FIFA est venue, d'ailleurs même la FIFA s'est exprimée. La FIFA a dit qu'elle ne vient pas pour prendre part, mais elle vient pour observer. Voilà, et c'était le dernier rempart, c'est-à-dire que c'était la dernière ligne pour la FIFA. Si la FIFA repartait et qu'il n'y avait pas d'élection, nous tous nous savons ce que le Cameroun... Ne brandissons pas le spectre de la suspension. Si on suspend le Cameroun, nous allons continuer d'exister. Nous avons des personnes qui nous suivent. Permettez-moi de parler. Allez-y, Président, allez-y. Donc c'est pour dire que le gouvernement a pris une position sage. Parce que le gouvernement a essayé de faire une médiation qui n'a pas marché. Qui a marché? Non, qui n'a pas marché. Jusqu'à ce si elle avait marché, on ne serait pas arrivé à l'élection. Non, vous n'avez jamais élu personne. Permettez-moi de parler. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Allez-y, s'il vous plaît. Mais je voudrais raconter les histoires. Permettez-moi de finir. Allez-y, vous allez parler. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la médiation n'a pas marché. Et puis la médiation a été improvisée. Quand le collège électoral est arrivé pour l'élection, il n'était pas question qu'il y avait un consensus qui devait se tenir. Il était question qu'on devait passer à l'élection. Donc ce consensus a essayé de traîner, et puis vaincu représenter les autres. Le bulletin vaincu représenter les autres membres, n'avait pas qualité, n'était pas le seul à la souveraineté pour répondre de cela. Donc il était question qu'ils reviennent les retrouver pour leur poser des problèmes, et ils ont rejeté en bloc qui ne veulent pas le consensus, qui vont passer aux élections. Et vous savez, en matière d'élection, quand le quorum est atteint, on passe à l'acte. Maintenant, le spectre de Iya Mohamed, la question que je vous ai posée, pourquoi élire la liste conduite par quelqu'un, certes, qui bénéficie d'une présomption d'innocence jusqu'ici, mais qui est quand même dans des ennuis avec la justice? Oui, le principe de l'article 35 est clair. C'est le statut de la FECAFOOT. On dit qu'il ne faudrait pas être reconnu de malversation financière. Pour le moment, quand le président a été encore gardé à vue au CED, il n'était pas encore condamné. Même aujourd'hui, où il se retrouve à Kondengui, il est sous mandat de dépôt. Donc ça veut dire que le président, au moment où on avait validé sa candidature, était encore compétiteur à l'élection de la FECAFOOT. Je voudrais dire que ces gens ont poussé Iya à la faute et à la démence. Parce que s'ils avaient aimé ce monsieur, ils lui auraient dit, une fois que le contrôle supérieur de l'État le soupçonnait de faute de gestion, je parle de soupçon par pudeur et par euphémisme, il est clair que les fautes de gestion, on ne peut pas soupçonner quelqu'un de faute de gestion quand il s'agit de 9 milliards. 1 milliard, c'est 1000 millions. Il faudrait peut-être le rappeler. Et hier, il y a tout eu sauf élection. Voici comment Marlène Mboutoua a été piégée. On lui demande de signer une liste de présence, semble-t-il, pour émarger. Parce que quand on va à cette assemblée générale, c'est davantage pour prendre de l'argent que pour sauver le football camerounais. Et après, on lui dit, élection, Iya Mohamed, 97%. Et elle a déchiré l'habit de quelqu'un dont je vais taire le nom encore une
une fois, par pudeur, et qui est là où on sait. Mais je dis, la preuve en est que le docteur Francine s'est désolidarisé de ce groupe. Il a découvert sur le tard qu'il s'agissait des véritables ennemis du football, et c'est pour ça qu'il ne fait plus partie du bureau de façade qui a été mis sur pied. Mais je peux vous dire pour sortir que le gouvernement de la République n'acceptera jamais de se faire marcher sur les plates-bandes. Le peuple n'acceptera jamais de se laisser traîner dans la boue parce qu'on sait désormais qui sont les véritables ennemis de ce football. Dans tous les cas, c'est une affaire à suivre et le débat se poursuit subséquemment sur nos antennes. Merci Cyril Kéméé d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci à vous, Jacques Sommet-Doumbé, d'avoir accepté également ce plateau. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de ce journal. Restez connectés sur nos programmes. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.